Ma famille ne voulait pas de mon uniforme au mariage de mon frère. Les soldats sont une honte. Je suis entré en tenue d'apparat, général 2 étoiles. 120 invités se sont tus. 20 marines se sont levées, mon général. Leurs visages ont blêmi. 20 marines se levèrent d'un seul coup. Les chaises raclèrent le parquet en bois de la salle de réception. Les conversations cessèrent en plein milieu d'une phrase. Le quatuor à cordes hésita, puis se tut. Puis une voix retentit dans toute la pièce. Général en poste. 20 mains se portèrent au garde à vous. Et soudain, chacun des 120 invités au mariage de mon frère me fixait droit dans les yeux. Le visage de ma mère devint livide. Mon frère Daniel avait l'air d'avoir reçu un coup qui lui avait coupé le souffle. Et mon père, eh bien, mon père laissa tomber son verre de vin. Du vin rouge éclaboussa la nappe blanche comme du sang versé. Tout cela se produisit en moins de 10 secondes. 10 secondes qui changèrent à jamais la façon dont ma famille me voyait. Mais la vérité est que ce moment a commencé par un appel téléphonique 3 semaines plus tôt. Partie 1, l'appel téléphonique. 3 semaines avant le mariage de Daniel, j'étais assise sur le porche de ma petite maison à Saint-Augustin, en Caroline du Sud, à environ 25 km du camp Montcalm. C'était la fin septembre, ce genre de soirée de Caroline où l'air conserve encore la chaleur de l'été, mais où la brise annonce l'arrivée de l'automne. J'avais un verre de thé glacé sur la table à côté de moi et un bloc-notes jaune rempli de paperasses de retraite. Après 32 ans dans le corps des marines des États-Unis, je me préparais à prendre congé. J'avais mené des marines à travers des tempêtes du désert et dans des endroits que la plupart des Français ne voudraient jamais voir. Mais la paperasse ? La paperasse était peut-être la mission la plus difficile de toutes. C'est alors que mon téléphone sonna. J'ai regardé et j'ai vu l'afficheur, maman. Maintenant, quand on a mon âge et que sa mère approche de 80 ans, on répond au téléphone à chaque fois. C'est comme ça. Allô, maman, ai-je dit. Sa voix était un peu tremblante, comme toujours quand elle essayait de paraître joyeuse. Marguerite, ma chérie, comment vas-tu? Elle m'appelle toujours Marguerite. Les marines m'appellent Général Carter. Mais pour ma mère, je serai toujours Marguerite. Je vais bien, lui dis-je, juste noyé dans la paperasse de la retraite. Eh bien, tu as toujours aimé la paperasse, dit-elle. Cela me fit rire. Non, maman, j'aimais accomplir les choses. Elle gloussa doucement. Pendant quelques minutes, nous avons parlé des choses habituelles, son arthrite, le chien du voisin qui continuait de déterrer son jardin, la vente de gâteaux de l'église qui approchait en octobre. La vie normale. Le genre de vie qui me manquait plus souvent que je ne veux l'admettre. Puis sa voix changea. Elle devint calme. Marguerite, dit-elle lentement, je voulais te parler du mariage de Daniel. Mon petit frère Daniel. Le garçon d'or de la famille. Celui qui est resté dans l'Ohio. Celui qui dirigeait le magasin de bricolage de papa. Celui qui n'a jamais quitté la maison. Bien sûr, dis-je, j'ai déjà réservé mon vol. Oh, c'est bien, répondit-elle. Nous sommes tous si heureux que tu viennes. Il y eut une pause. Une longue pause. 32 ans dans les marines vous apprennent à reconnaître l'hésitation. Quelque chose arrivait. Je me penchai en arrière sur ma chaise. Qu'y a-t-il, maman? Eh bien, commença-t-elle. Encore une pause. Puis elle le dit. Ma chérie, Daniel se demandait si peut-être tu ne pourrais pas porter ton uniforme. Une seconde, j'ai cru avoir mal entendu. Mon uniforme? Oui. Le porche devint silencieux, à l'exception du chant des cigales. Pourquoi? Demandai-je. Eh bien, dit-elle encore, étirant le mot. J'ai attendu. Puis elle prononça les mots dont je me souviens encore parfaitement. Il pensait juste que les militaires pourraient mettre les gens mal à l'aise. Militaire. Le mot resta suspendu dans l'air comme de la fumée. Je pris une longue gorgée de mon thé. Maman, dis-je prudemment, je n'amène pas une compagnie. Elle essaya de rire, mais cela sonna nerveux. Oh, bien sûr que non, ma chérie, mais l'uniforme est très voyant. Le voici. Voyant. Daniel pense qu'une robe normale serait peut-être plus appropriée, ajouta-t-elle rapidement. Je fixai les pins au-delà de mon jardin.
Une robe normale. 32 ans de service. Déploiement au combat. Des amis enterrés. Commander des centaines de marines. 2 étoiles sur mes épaules. Et mon frère pensait que cela pourrait être embarrassant. Daniel a dit ça? Demandai-je doucement. Maman hésita. Tu sais comment les gens parlent de nos jours. Certaines personnes pensent que les choses militaires sont, eh bien. Elle ne finit pas la phrase. Elle n'avait pas besoin de le faire. Je la finis pour elle. Embarrassant. Le silence envahit la ligne. Finalement, elle soupira. Il ne veut juste pas que rien ne détourne l'attention de la mariée. Je me penchai en avant et posai mes coudes sur mes genoux. Toi, admis-elle. Quand papa a eu son opération du cœur, qui a couvert les frais d'hôpital? Toi. Et quand le magasin de Daniel a failli fermer pendant la récession? Encore un moment de silence. Tu l'as aidé, dit-elle doucement. J'ai hoché la tête même si elle ne pouvait pas me voir. Encore le silence. Puis ma mère dit quelque chose qui me surprit. Marguerite, parfois les gens ne comprennent tout simplement pas ta vie. Sa voix n'était pas accusatrice. Elle était fatiguée. Vieille. Et peut-être un peu honteuse. J'ai regardé le bloc-notes sur la table. Ma paperasse de retraite. La fin d'une vie que la plupart des gens ne comprennent jamais vraiment. Maman, dis-je après un moment, je n'aimerais pas manquer le mariage de Daniel. Je sais, ma chérie. Et je serai respectueuse. Je sais. Mais l'uniforme fait partie de qui je suis. Elle ne répondit pas immédiatement. Puis elle dit quelque chose de discret. J'avais peur que tu dises ça. Nous avons parlé encore quelques minutes après cela, mais la chaleur avait disparu de la conversation. Avant de raccrocher, elle dit doucement, nous t'aimons, Marguerite. Je t'aime aussi, maman. Quand l'appel se termina, je restai assise là pendant un long moment. Les cigales continuaient de chanter. Le soleil baissa derrière les arbres, et je pensais à ma famille. À la façon dont, après 32 ans, ils ne me connaissaient toujours pas vraiment. Puis je me levai et rentrai. Mon uniforme de cérémonie était suspendu dans un sac à vêtements dans le placard du couloir. J'ouvris lentement le sac. Le bleu marine de cérémonie brillait sous la lumière. Manteau bleu foncé. Passepoil rouge. Des rangées de rubans. Des décorations polies jusqu'à briller et, sur les épaules, 2 étoiles d'argent, général de brigade. Je passai doucement la main sur le tissu. Puis je souris doucement à la maison vide. Eh bien, dis-je à voix basse, on dirait que tu vas à un mariage. Je n'ai pas toujours été le général Carter. Pendant la majeure partie de ma vie, j'étais juste Maggie, la drôle de fille Carter qui ne semblait s'intégrer nulle part. J'ai grandi dans une petite ville près de Dayton, dans l'Ohio, au début des années 70. À cette époque, la ville se composait principalement d'usines, de champs de maïs et de gens qui croyaient que la vie suivait un scénario assez simple. Les garçons grandissaient pour travailler de leurs mains. Les filles grandissaient pour épouser ces garçons. Ma mère enseignait à l'école du dimanche. Mon père possédait un petit magasin de bricolage sur la rue principale. Et mon petit frère Daniel était la fierté de la famille dès l'instant où il pouvait lancer une balle de baseball droit. Moi, je grimpais aux arbres. Je réparais des tondeuses. Et à l'âge de 12 ans, je pouvais changer l'huile du pick-up de mon père plus vite que la plupart des hommes qui venaient à son atelier. Papa ne savait pas trop quoi penser de moi. Un après-midi, quand j'avais environ 14 ans, il m'a trouvé dans le garage en train de démonter un carburateur. Il s'est appuyé contre l'encadrement de la porte, les bras croisés. Tu sais, dit-il, la plupart des filles de ton âge apprennent à cuisiner. J'ai essuyé la graisse de mes mains avec un chiffon. Eh bien, je lui ai dit, la plupart des filles n'ont probablement pas de carburateur à réparer. Il secoua la tête, mais j'ai vu le coin d'un sourire. Pourtant, les choses étaient différentes à l'époque. On n'attendait pas des filles qu'elles dirigent. On ne s'attendait pas à ce qu'elles commandent. Et on ne s'attendait certainement pas à ce qu'elles rejoignent le corps des marines des États-Unis. La première fois que j'ai dit à ma famille que j'envisageais l'armée, j'avais 17 ans. Nous étions assis autour de la table du dîner. Moi, maman, papa et Daniel. Je me souviens du repas exact, pain de viande,
purée de pommes de terre, haricots verts. Dîner typique du Midwest. J'ai parlé à un recruteur des marines aujourd'hui, dis-je. La pièce devint silencieuse. Daniel rit le premier. Toi, dit-il, un marine. Papa posa lentement sa fourchette. Pourquoi voudrais-tu faire ça? Demanda-t-il. Parce que je veux servir, répondis-je. Maman avait l'air inquiète. Chérie, dit-elle, les filles n'ont pas besoin de faire quelque chose comme ça. Moi, si. Papa se renversa dans sa chaise. Les marines, c'est pour les hommes, dit-il. Cette phrase resta lourde dans la pièce. Mais quelque chose en moi avait déjà pris sa décision. 2 ans plus tard, je suis parti pour l'école de formation des officiers du corps des marines. Maman a pleuré à l'aéroport. Daniel a plaisanté en disant que je serais de retour dans une semaine. Papa m'a serré la main comme si je partais pour un entretien d'embauche. Mais aucun d'eux n'a dit qu'il était fier. Pas à ce moment-là. L'école de formation des officiers à Quantico, en Virginie, fut la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Et je le pense littéralement. L'entraînement physique seul a brisé la moitié des candidats qui se sont présentés. Longue course dans la boue de Virginie. Parcours d'obstacles. Exercice de leadership où chaque erreur était amplifiée. Et pour une jeune femme à la fin des années 80, il y avait une couche supplémentaire. Certaines personnes pensaient que je n'avais pas ma place là-bas. Certains l'ont dit à voix haute. Je me souviens d'un instructeur regardant notre peloton le premier jour. Il s'est arrêté devant moi. Tu ferais mieux d'être 2 fois meilleur que tous les autres ici, dit-il. Parce que la moitié d'entre eux pensent déjà que tu ne devrais pas être là. Il n'essayait pas de me décourager. Il disait la vérité. Alors j'ai travaillé 2 fois plus dur. Puis 3 fois plus dur. Je courais jusqu'à ce que mes poumons brûlent, j'étudiais jusqu'à minuit, je dirigeais chaque exercice comme si ma carrière en dépendait, parce que c'était le cas. Le jour où j'ai été diplômé comme sous-lieutenant dans le corps des marines des États-Unis, quand j'ai appelé à la maison, maman a répondu « Oh, Marguerite, c'est bien. » Bien, c'était le mot. Papa a pris le téléphone ensuite. Bon travail, dit-il, court, poli, mais distant. Daniel n'a presque rien dit. Tu fais toujours ce truc militaire, demanda-t-il. Oui, lui dis-je. D'accord alors, répondit-il. La vie a continué. Tandis que Daniel restait dans l'Ohio et finissait par prendre la relève du magasin de bricolage, je passais d'une base à l'autre. Californie. Okinawa. Caroline du Sud. J'ai été déployé à l'étranger. J'ai appris à diriger des marines à travers des situations où des erreurs pouvaient coûter des vies. Et au fil des ans, quelque chose de remarquable s'est produit. Les marines m'ont fait confiance. Pas parce que j'étais parfaite, mais parce que je ne leur ai jamais demandé de faire quelque chose que je ne ferais pas moi-même. Les promotions se sont succédées. Capitaine. Commandant. Lieutenant-colonel. Colonel. Chaque fois que j'appelais la maison avec la nouvelle, la réaction était toujours la même, c'est bien, Marguerite. La vérité est que ma famille n'a jamais vraiment compris le monde dans lequel je vivais. Pour eux, les marines étaient quelque chose que l'on voyait à la télévision le 4 juillet. Pour moi, ils étaient la famille. Le genre de famille que l'on gagne par la sueur, la confiance et parfois la perte. Des années plus tard, lorsque j'ai épinglé ma première étoile, quelque chose s'est produit qui me marque encore. J'ai invité mes parents à la cérémonie. Maman a dit qu'elle était occupée par des obligations d'église. Papa a dit que le magasin ne pouvait pas fermer. Daniel a dit que cela semblait trop formel. Donc, les seules personnes qui se tenaient à mes côtés lorsque le général a épinglé 7 étoiles sur mon épaule étaient des marines. De bons hommes et de bonnes femmes qui avaient servi à mes côtés pendant des années. Après, l'un de mes sergents est venu et a dit quelque chose de simple, « Madame, votre famille serait fière si elle comprenait ce que vous avez fait. » J'ai hoché la tête, mais au fond, je savais quelque chose qu'il ignorait, certaines personnes ne comprennent jamais les choses en dehors de leur monde, et ce n'est peut-être pas grave. J'ai construit une vie quand même. Déploiement après déploiement. Commandement après commandement. Finalement, 30 ans ont passé. Et un jour, je me suis tenu dans une pièce pleine d'officiers,
tandis que le commandant lui-même épinglait 2 étoiles sur mes épaules. Général de brigade. La première femme de ma petite ville de l'Ohio à atteindre ce rang. Ce soir-là, j'ai appelé ma mère. Elle m'a félicité poliment. Puis elle m'a demandé si je mangeais assez de légumes. Et c'était tout. Pas de parade. Pas de célébration. Juste un autre moment tranquille entre deux mondes. Avec le recul, je réalise quelque chose d'important. Ma famille n'a jamais voulu rejeter ma vie. Ils ne pouvaient tout simplement pas l'imaginer. Pour eux, je serais toujours la fille dans le garage, avec de la graisse sur les mains, la fille qui ne s'intégrait pas vraiment. Et c'est peut-être pour cela que l'appel téléphonique concernant le mariage de Daniel m'a fait plus mal que prévu, parce qu'après 32 ans, ils ne me voyaient toujours pas. Mais les marines, oui. Et comme j'allais bientôt l'apprendre, 120 invités du mariage en Virginie le feraient aussi. Le matin du mariage de Daniel commença tranquillement. Trop tranquillement, si je veux être honnête. Je me suis réveillé dans une petite chambre d'hôtel à Charlottesville, en Virginie, juste au moment où le soleil commençait à filtrer à travers les rideaux. Pendant un instant, je suis resté allongé, fixant le plafond, écoutant le bruit lointain de la circulation sur la route extérieure. C'était le genre de matin qui aurait dû être joyeux. Mon jeune frère se mariait. Les familles se réunissaient. Des photos seraient prises. Des coupes de champagne levées. Mais la vérité était que mon estomac portait un petit nœud de tension qui n'était pas là lorsque je me suis endormi la nuit précédente. J'ai fait rouler mes jambes hors du lit et je me suis dirigé vers la fenêtre. Le ciel était d'un bleu clair au-dessus des collines ondulantes et des vignobles à l'extérieur de la ville. La région viticole de Virginie était devenue un endroit populaire pour les mariages au cours de la dernière décennie. La fiancée de Daniel, Emily, venait d'une famille qui appréciait ce genre d'élégance. Le lieu était un domaine viticole juste à l'extérieur de la ville. Tente blanche. Terrasse en pierre. Des rangées de vignes s'étendant à travers des champs dorés. Très beau. Très raffiné. Et apparemment, pas l'endroit où un uniforme de marine est de mise. J'ai pris une douche, me suis rasé soigneusement autour des bords de mes cheveux gris courts et j'ai préparé une tasse de café avec la petite machine de l'hôtel. Puis j'ai ouvert le placard. Mes bleus de cérémonie des marines pendaient à l'intérieur du sac à vêtements, exactement comme je les avais emballés. Repassé. Parfait. Attendant silencieusement. Je suis resté là un long moment. Vous devez comprendre quelque chose à propos de l'uniforme de cérémonie d'un marine. Ce n'est pas juste un vêtement. Il représente des années. Le sacrifice. La responsabilité. Chaque ruban sur cette poitrine raconte une histoire. Certains bons. Certains difficiles. Et chaque marine qui le porte comprend que l'uniforme ne lui appartient jamais entièrement. Il appartient au corps. Et aux marines qui les ont précédés. J'ai lentement ouvert le sac à vêtements. Le tissu bleu profond captait la lumière du matin. Passepoil rouge le long des manches. Des rangées de rubans. Des décorations polies. Et sur les épaules, 2 étoiles d'argent. J'ai passé une main sur le manteau. Puis j'ai pris une lente inspiration. Eh bien, général, me dis-je doucement. Allons à un mariage. Le vignoble était à environ 20 minutes de l'hôtel. Alors que je conduisais sur les routes sinueuses près de Charlottesville, le paysage était presque d'une paix douloureuse. L'automne commençait à toucher les arbres. Les feuilles montraient des touches d'orange et de rouge le long des collines. Des fermes parsemaient la campagne. Cela me rappelait un peu l'Ohio. Un peu la maison. Quand je suis entré dans le parking en gravier, je pouvais déjà voir les invités arriver. Voitures de luxe. Berline de location. Des gens vêtus de costumes et de robes pastel marchant vers le lieu de réception. Je me suis garé vers l'arrière. Pendant un moment, je suis simplement resté assise là. Pas nerveuse. Juste consciente. Je suis sorti de la voiture et j'ai ajusté mon manteau. Les bleus de cérémonie s'ajustent toujours comme une armure. Taillé. Structuré. Incontestable. J'ai placé ma casquette d'officier sous mon bras et j'ai marché vers l'entrée. La salle de réception se remplissait déjà. Un long bâtiment en bois surplombant les champs du vignoble. Des fleurs blanches décoraient les tables.
De la musique douce flottait dans l'air provenant d'un petit quatuor à cordes près de l'avant. Environ 120 invités, exactement comme l'indiquait la liste. Membres de la famille. Amis. Les parents d'Emily de New York. Partenaires d'affaires. Quelques regards curieux m'ont suivi en entrant. Au début, c'était subtil. Un murmure ici. Une pause dans la conversation là. Puis plus de têtes se sont tournées. Les uniformes militaires ont tendance à faire cela, surtout un uniforme bleu de cérémonie des marines, et surtout un avec 2 étoiles. Au moment où j'ai atteint le centre de la pièce, presque tout le monde l'avait remarqué. Les conversations se sont estompées. Les murmures se sont intensifiés. J'ai entendu quelqu'un dire à voix basse, « Est-elle générale ?» Une autre voix a répondu, « Elle doit être militaire. » De l'autre côté de la pièce, j'ai vu ma mère. Elle se tenait près d'une des tables en parlant avec les parents d'Emily. Quand elle m'a remarqué, son visage s'est figé. Pas de la colère. Pas exactement. Quelque chose de proche de la panique. Elle s'est précipitée vers moi. « Marguerite, dit-elle à voix basse. Tu l'as porté. » Je lui ai offert un petit sourire. Ses yeux ont balayé la pièce nerveusement. Eh bien, les gens regardent. J'ai regardé autour de moi. Ils le font généralement. Elle a soupiré, baissant la voix. Daniel n'aimera pas ça. Je ne suis pas venu pour Daniel, dis-je doucement. Je suis venu pour la famille. Cela sembla la toucher quelque part à l'intérieur. Elle n'a pas discuté davantage. Mais elle avait l'air inquiète. Puis j'ai vu Daniel. Mon jeune frère se tenait près du bar en parlant avec quelques garçons d'honneur. Quand ses yeux se sont posés sur moi, son expression a changé immédiatement. Surprise. Puis irritation. Puis autre chose, de l'embarras. Il s'est approché rapidement. Maggie, dit-il. Sa voix était tendue. Tu as porté l'uniforme. Oui. Non, répondis-je calmement. Maman en a parlé. Sa mâchoire se serra. C'est censé être la journée d'Emily. Et ça le sera. Tu attires l'attention. J'ai regardé autour de la pièce. Les invités chuchotaient toujours. Regardaient. Curieux. Daniel, dis-je doucement, je suis juste debout ici. Il ouvrit la bouche pour répondre. Et c'est là que quelque chose d'inattendu s'est produit. À une table près du mur du fond, un homme a soudainement poussé sa chaise en arrière. Il s'est levé rapidement. Il portait un costume sombre. Mais je l'ai reconnu instantanément, sergent-chef Ramirez. Avant que Daniel ou moi puissions dire quoi que ce soit, un autre homme s'est levé. Puis un autre. Puis un autre. En quelques secondes, 20 marines dispersées dans la salle se sont levées. Certains étaient des invités. Certains étaient des membres de la famille du côté d'Emily. Certains étaient simplement des vétérans assistant au mariage. Mais chacun d'eux a reconnu l'uniforme. Reconnu le grade. Des chaises ont raclé bruyamment le parquet en bois. La salle est tombée dans le silence. Puis une voix forte et claire a retenti, « Général en poste. » V. Un GT marine se sont mis au garde à vous. Leurs mains se sont levées en un salut parfait. Toute la salle de mariage s'est figée. Les conversations se sont arrêtées. La musique s'est arrêtée. Même le quatuor à cordes s'est tu. 120 invités se sont tournés pour me fixer. Le visage de Daniel est devenu pâle. Ma mère se tenait immobile. Et quelque part derrière nous, j'ai entendu le bruit indubitable d'un verre qui se brise. Mon père venait de laisser tomber son verre de vin. Et soudain, ma famille me voyait pour la première fois. Pendant quelques secondes, personne dans la pièce n'a bougé. 20 marines se tenaient au garde à vous, les bras levés en signe de salut. Le hall du vignoble était devenu complètement silencieux. Même le vent à l'extérieur semblait faire une pause contre les hautes fenêtres donnant sur les rangées de vignes. Je me tenais là, au centre de la pièce, la casquette d'officier sous le bras. Pour un marine, des moments comme celui-là portent un certain poids. Pas la fierté, exactement. La responsabilité. La main tendue, tranchante au niveau du front. J'ai reconnu plusieurs autres personnes aussi. Un sergent-chef de camp Montcalm.
2 capitaines que j'avais encadrés des années auparavant. Un sergent-maître à la retraite aux cheveux argentés qui avait autrefois commandé une unité logistique en Afghanistan. Je n'avais aucune idée qu'il serait là. Mais les marines ont une façon d'apparaître là où on s'y attend le moins. J'ai légèrement déplacé mon poids et j'ai rendu le salut. « Servez », dis-je calmement. 20 mains sont redescendues d'un coup. Les marines se sont détendues et se sont lentement rassiées. Le moment avait duré peut-être 10 secondes. Mais la pièce semblait complètement différente maintenant. Les invités chuchotaient ouvertement. Quelques hommes plus âgés, des vétérans à en juger, ont hoché respectueusement la tête vers moi. De l'autre côté de la pièce, mon frère Daniel semblait stupéfait. Son visage était devenu pâle, comme je m'en souvenais de l'enfance, quand il se faisait prendre en train de faire quelque chose qu'il ne devait pas. Ma mère se tenait à côté de lui, figée. Et mon père ? Mon père me regardait comme s'il ne m'avait jamais vu auparavant. Un serveur s'est précipité pour nettoyer le verre de vin brisé près de ses pieds. J'ai ajusté mon manteau et j'ai marché calmement vers un siège vide près du bord du hall. La meilleure vengeance est souvent silencieuse. Et la patience avait fait partie de mon entraînement pendant 3 décennies. La cérémonie a commencé environ 20 minutes plus tard. Daniel et Émilie ont échangé leurs vœux sous une petite arche en bois à l'extérieur de la salle. Les collines du vignoble s'étendaient derrière eux, s'illuminant sous le soleil de fin d'après-midi. C'était un beau mariage. Émilie était radieuse. Daniel était nerveux. Je me suis assise tranquillement au dernier rang à côté de 2 marines qui avaient assisté au salut précédent. L'un d'eux s'est légèrement penché vers moi et a chuchoté « Madame, je ne m'attendais pas à vous voir ici. » J'ai souri faiblement. « Moi non plus, capitaine. » Il a ri doucement. « Je suppose que les marines sont partout. » C'était vrai. Peu importe où vous allez en Amérique, il y a de fortes chances qu'il y ait un vétéran non loin. Parfois, ils se reconnaissent sans même parler. Une posture. Une coupe de cheveux. Une façon de se tenir. La cérémonie s'est terminée par des applaudissements. Les invités sont rentrés pour la réception. La musique a repris. Le vin a été versé. La conversation a repris lentement. Mais le ton avait changé. Les gens continuaient de jeter des coups d'œil dans ma direction. Pas les regards curieux du début. Quelque chose de différent. Respect. Curiosité. Peut-être même un peu d'admiration. Un homme aux cheveux gris s'est approché de ma table en premier. Il portait un costume simple et marchait avec la raideur prudente de quelqu'un qui vivait avec d'anciennes blessures depuis longtemps. « Excusez-moi, madame, dit-il poliment. »« Oui, monsieur. » Il a fait un signe de tête vers mon uniforme. « Vietnam, dit-il doucement. Première division de cavalerie. » Je me suis levé immédiatement et j'ai serré sa main. « Merci pour votre service. » Il a souri. « On dirait que vous vous en êtes bien sorti vous-même. » Nous avons parlé quelques minutes. Puis un autre invité s'est approché. Et un autre. Certains étaient des vétérans. D'autres étaient simplement curieux. Une femme âgée m'a dit que son petit-fils venait de rejoindre les marines. Un homme plus jeune a demandé ce que c'était de commander des troupes à l'étranger. Les conversations se sont succédées. Rien de dramatique. Juste des Américains qui parlent. Mais à travers la pièce, j'ai remarqué quelque chose d'intéressant. Mon frère regardait. Chaque fois que quelqu'un s'approchait de ma table, ses yeux les suivaient. Au début, il avait l'air irrité. Puis confus. Puis pensif. Ma mère était assise à côté de lui, lui chuchotant quelque chose de temps en temps. Mon père est resté silencieux. De temps en temps, il me regardait. Puis il détournait à nouveau le regard. Comme s'il essayait de reconstituer une histoire qu'il n'avait jamais entendue. Plus tard dans la soirée, le groupe a commencé à jouer. Des couples ont envahi la piste de danse. Les rires remplissaient à nouveau la salle. La tension s'était adoucie. Je suis sorti sur la terrasse pour prendre l'air frais. L'air du soir était frais. Des rangées de vignes s'étendaient dans la lumière déclinante du soleil. Et pendant un instant, je me suis simplement tenu là, profitant du calme. Puis j'ai entendu des pas derrière moi. Je me suis retourné. Mon père se tenait dans l'embrasure de la porte.
pendant un long moment, aucun de nous n'a parlé. Finalement, il s'est approché de moi. Je ne savais pas, dit-il. Sa voix semblait plus âgée que je ne m'en souvenais. Savoir quoi, demandai-je. Que vous étiez général. J'ai haussé légèrement les sourcils. J'envoyais des lettres. Il se frotta maladroitement l'arrière du cou. Je suppose que je n'ai pas fait attention. Nous sommes restés là à regarder le vignoble. J'ai toujours pensé que l'armée prenait ma fille, dit-il après un moment. Je n'ai pas répondu immédiatement. Il a regardé les décorations sur ma poitrine. Les rubans. Les étoiles. Puis il a hoché lentement la tête. Je vois ça maintenant. À l'intérieur de la salle, les rires flottaient par les portes ouvertes. La musique jouait. La vie continuait. Mais quelque chose entre mon père et moi avait changé. Et la nuit était loin d'être terminée. La musique à l'intérieur de la salle flottait sur la terrasse, douce et régulière. Un air de jazz lent. Le genre de musique dont les gens de notre âge se souviennent d'une autre époque, avant les smartphones, avant que tout ne semble si précipité. Mon père se tenait à côté de moi, les mains posées sur la balustrade en bois surplombant le vignoble. Pendant un moment, aucun de nous n'a dit quoi que ce soit. Cela avait toujours été notre façon. Quand j'étais enfant, mon père n'était pas un homme qui parlait beaucoup. Il travaillait de longues heures au magasin de bricolage, rentrait fatigué, mangeait et regardait les informations du soir. Il montrait son amour par des choses constantes, réparer un vélo cassé, aider aux devoirs, s'assurer que la maison restait chaude en hiver. Mais les mots n'ont jamais été son fort. Finalement, il s'éclaircit la gorge. Alors, depuis combien de temps êtes-vous général? Je souris faiblement. Environ 4 ans. Il laissa échapper un sifflement bas. 4 ans. La façon dont il le dit m'a révélé quelque chose d'important. Ce n'était pas seulement une nouvelle information pour lui. C'était quelque chose qu'il avait complètement manqué. Je suppose que vous avez été occupé, ajouta-t-il doucement. On pourrait dire ça. Elle hocha la tête. À l'intérieur de la salle, le groupe passa à un air plus vif, et le son des rires monta avec lui. Mon père fixa le vignoble qui s'assombrissait. Tu sais, dit-il lentement, quand tu as rejoint les marines, je n'ai pas compris. Je me suis appuyé contre la balustrade à côté de lui. La plupart des gens ne comprenaient pas à l'époque. Il secoua la tête. Ce n'était pas que je ne pensais pas que tu en étais capable. Il marqua une pause. Je pensais juste que c'était dangereux. C'est juste. Et j'ai pensé que tu ferais ça pendant quelques années, puis que tu reviendrais à la maison. J'ai souri un peu. Ce n'était pas le plan. Non, admit-il. Je vois ça maintenant. Nous sommes restés là 1 minute de plus. Puis il dit quelque chose qui me surprit. Je suis fier de toi. 3 mots simples. Mais il portait le poids de 32 ans. Je n'ai pas répondu immédiatement. Au lieu de cela, j'ai simplement hoché la tête. Pour les gens de notre génération, c'est parfois suffisant. Finalement, nous sommes retournés à l'intérieur. La réception était arrivée à ce stade confortable où les gens étaient détendus et s'amusaient. Les assiettes du dîner avaient été débarrassées. Les verres de vin étaient remplis. Les invités riaient librement. Et quelque chose d'intéressant s'était produit pendant que j'étais dehors. L'atmosphère autour de moi avait complètement changé. Plus tôt dans la soirée, les gens avaient murmuré à propos de l'uniforme. Maintenant, ils approchaient ouvertement. Un couple d'âge moyen m'a arrêté près de la table du buffet. Mon fils est stationné à Camp Pendleton, dit l'homme fièrement. Un autre invité s'est présenté comme pilote de l'Air Force à la retraite. Une femme âgée m'a serré la main et m'a dit que son mari avait servi en Corée. Il aurait adoré vous rencontrer. Chaque conversation était polie. Respectueuse. La vie américaine a son meilleur. Maria, il aurait adoré vous rencontrer. Chaque conversation était polie, respectueuse. La vie américaine a son meilleur. À travers la pièce, j'ai vu Daniel regarder à nouveau. Mais son expression avait changé. Plus tôt, il y avait de l'embarras. Maintenant, il y avait quelque chose de plus proche de la confusion. Finalement, il s'est approché. Il est resté là un moment avant de parler. Maggie.
Daniel. Il a regardé mon uniforme, puis les marines assis à proximité, puis retourné vers moi. Tu ne m'as jamais dit que tu étais si haut placé. J'ai essayé, dis-je doucement. Tu as envoyé des lettres? Oui. Il se frotta le front. Ça arrive. Pendant un instant, il ressemblait au petit frère dont je me souvenais, le gamin qui me suivait dans le jardin quand nous étions petits. Puis il a soupiré. Tu as un peu volé la vedette ce soir. J'ai légèrement secoué la tête. Non, Daniel. Je suis juste entré dans la pièce. Il a réfléchi à cela. Et il faut lui rendre cela, il a hoché lentement la tête. Point juste. Émilie nous a rejoints un instant plus tard. Elle avait entendu une partie de la conversation. Marguerite, dit-elle chaleureusement, je veux juste dire, votre uniforme est magnifique. Merci. Mon grand-père a servi pendant la Seconde Guerre mondiale, a-t-elle continué. Il aurait adoré voir ça ce soir. Sa sincérité était évidente. Et j'ai réalisé quelque chose d'important à cet instant. L'embarras que mon frère craignait n'était pas venu des étrangers. Il venait de l'incompréhension. Les gens respectent le service lorsqu'ils le reconnaissent. Parfois, ils ont juste besoin de l'occasion de le voir. Plus tard dans la soirée, le groupe a annoncé les dernières danses. Des couples ont rempli à nouveau la piste. Ma mère est finalement venue s'asseoir à côté de moi. Elle a étudié mon uniforme attentivement. Tu as l'air très distingué, dit-elle doucement. Merci, maman. Elle a jeté un coup d'œil à travers la pièce où les marines étaient assis, riant ensemble. Je ne savais pas qu'il y aurait autant de militaires ici. Les marines ont tendance à se montrer là où on s'y attend le moins. Elle gloussa doucement. Puis elle dit quelque chose qui en révélait beaucoup. Je suppose que nous n'avons jamais posé assez de questions sur ta vie. Non, convenu-je doucement, vous ne l'avez pas fait. Elle a regardé la nappe. Mais nous aurions dû. J'ai posé ma main sur la sienne. Il n'est jamais trop tard. La nuit s'est terminée comme les bons mariages américains se terminent souvent. Musique. Rire. Des gens qui s'embrassent en partant. Pas de confrontation dramatique. Pas de cris. Juste des réalisations silencieuses se propageant lentement à travers une famille qui avait passé des années à mal comprendre l'un des siens. Et au final, c'était suffisant. Parce que la vraie vengeance n'était pas l'humiliation. C'était la compréhension. Et parfois, la compréhension prend du temps. Au moment où la réception commençait à se terminer, le vignoble était retombé dans ce genre de soirée paisible que l'on n'apprécie vraiment qu'une fois qu'on a vécu assez longtemps pour l'apprécier. Le ciel au-dessus des collines était devenu violet foncé. De petites lumières suspendues au-dessus de la terrasse brillaient chaleureusement au-dessus des invités qui s'attardaient dehors avec leur dernier verre de vin. À l'intérieur, le groupe avait remballé ses instruments. Quelques couples parlaient encore près de la piste de danse, mais la plupart des gens avaient commencé à récupérer leurs manteaux. Les mariages, comme la vie, finissent par s'apaiser. Je me tenais près du bord de la terrasse, regardant à nouveau les rangées sombres de vignes s'étendant au loin. L'air sentait légèrement la terre et les feuilles de fin d'automne. Cela me rappelait les soirées dans l'Ohio quand j'étais jeune. Ces nuits tranquilles du Midwest où le monde semblait simple. Derrière moi, la porte s'ouvrit doucement. Je n'avais pas besoin de me retourner pour savoir qui c'était. Des pas s'approchèrent lentement. Mon père se plaça à nouveau à côté de moi. Pendant quelques secondes, nous sommes restés là. Puis il parla. Tu sais, dit-il, j'ai réfléchi à quelque chose ce soir. Je me suis tourné vers lui. À quoi? À toutes ces années où tu étais parti. Le mot parti a attiré mon attention. Je n'étais pas parti, dis-je doucement. Je travaillais. Il hocha la tête. Je vois ça maintenant. Il se pencha sur la balustrade, fixant les collines. J'avais l'habitude de dire aux gens que ma fille était dans les marines, dit-il. Cela ressemble à de la fierté. Ce n'était pas toujours le cas. J'ai attendu. Quand tu as quitté la maison, continua-t-il, j'ai pensé que tu fuyais. De quoi? La vie que nous avions ici. La petite ville. Le magasin de bricolage. La vie calme et prévisible qu'il avait passé des décennies à construire. Je comprenais cela maintenant d'une manière que je n'avais pas comprise à 20 ans.
Je ne fuyais pas, dis-je. Je courais vers quelque chose. Il laissa cela reposer un instant. Tu as toujours été têtu, dit-il. Ça a aidé, gloussa-t-il doucement. Puis sa voix devint plus sérieuse. Ce soir, quand ces marines se sont levées. Il s'arrêta de parler. Qu'en est-il, demandai-je. J'ai réalisé quelque chose. Quoi donc? Je n'ai jamais pris la peine de comprendre ce que tu faisais réellement. Cette admission resta en suspens entre nous. Tu étais juste. Ma fille dans l'armée. Il secoua lentement la tête. Mais pour eux. Il hocha la tête vers le hall où plusieurs marines parlaient encore près de la sortie. Tu es leur chef. J'ai hoché la tête. C'est le travail. Il prit une longue inspiration. J'aurais dû accorder plus d'attention. Puis il se tourna complètement vers moi. La lumière du porche au-dessus de nous se reflétait dans ses yeux. Marguerite, je te dois des excuses. J'ai passé des années à penser que les marines t'avaient enlevé à notre famille. Il marqua une pause. Mais ce soir, j'ai réalisé quelque chose. Quoi donc? Ils ne t'ont pas enlevé. Ils t'ont fait confiance. C'était la première fois qu'il disait quelque chose comme ça. Et venant d'un homme de sa génération, un homme qui avait grandi dans les années 40, qui croyait au travail tranquille et aux vies modestes, cela signifiait plus que je ne m'y attendais. Tu m'as appris à travailler dur, dis-je. Tu m'as appris ça. Il secoua légèrement la tête. Je t'ai appris à gérer un magasin de bricolage. Tu m'as appris la responsabilité. Cela sembla le toucher quelque part à l'intérieur. Puis il dit autre chose. Ta mère était inquiète ce soir. Je l'ai remarqué. Elle pensait que les gens allaient regarder. Ils l'ont fait, mais pas de la manière dont elle s'y attendait. Non, convenu-je. Nous avons tous les deux souri à cela. La vérité est que la soirée avait changé plus que quelques perceptions. Elle avait déplacé quelque chose dans ma famille. Pas de manière spectaculaire. Pas comme dans les films. La vraie vie fonctionne rarement ainsi. Mais quelque chose de petit avait commencé à grandir. Respect. Compréhension. Peut-être même fierté. Après un moment, mon père tendit la main et tapota doucement les 2 étoiles sur mon épaule. Celle-ci signifie quelque chose, n'est-ce pas? Oui. Difficile à obtenir. Très. Il hocha lentement la tête. Eh bien, je suppose que notre petite ville a produit une générale. J'ai ri doucement. À l'intérieur de la salle, la voix de Daniel se fit soudain entendre par la porte ouverte. Maggie. Je me suis retourné. Il se tenait près de l'entrée, veste enlevée, cravate desserrée, l'air beaucoup plus détendu qu'il ne l'était plus tôt. Quoi de neuf, ai-je appelé. Il s'est approché avec Émilie à ses côtés. Une photo? Avec l'uniforme, ajouta Émilie. Tu es superbe. Daniel hocha la tête. Et honnêtement, ce serait une très belle photo de mariage. Je l'ai étudiée une seconde. Plus tôt dans la soirée, il s'était inquiété que l'uniforme embarrasse la famille. Maintenant, il le voulait dans l'album de mariage. Les gens grandissent. Parfois, ils ont juste besoin d'un peu de temps. D'accord, dis-je. Nous sommes entrés là où le photographe nous a rapidement rassemblés près des grandes fenêtres donnant sur le vignoble. Daniel se tenait d'un côté. Émilie de l'autre. Mes parents nous ont rejoints. Le photographe a ajusté l'appareil photo. Très bien, tout le monde, dit-elle, grand sourire. Alors que le flash se déclenchait, mon père s'est doucement penché et a chuchoté quelque chose que je n'oublierai jamais. Ta mère va accrocher celle-ci dans le salon. Pour la première fois en 32 ans. Cela a fait l'effet d'un retour à la maison. 8 ans se sont écoulés depuis ce mariage à Charlottesville. Le temps passe différemment une fois qu'on a dépassé 60 ans. Les années ne ressemblent plus à de longues étendues devant vous. Elles commencent à ressembler davantage à des pages déjà écrites dans un livre que vous avez vécu. Ces jours-ci, mes matinées sont plus calmes. J'ai pris ma retraite du corps des marines l'année après le mariage de Daniel. 33 ans de service, c'était suffisant pour n'importe quelle marine, et je savais qu'il était temps de transmettre la responsabilité à la nouvelle génération. Ma maison est toujours à Saint-Augustin, en Caroline du Sud, non loin de Caen-Montcalm.
Les vieilles habitudes ont la vie dure. J'aime entendre le son lointain des hélicoptères certains matins. Cela me rappelle que le corps continue d'avancer même lorsque nous faisons un pas en arrière. Ma maison est petite et simple. Un porche avec 2 chaises berçantes, un petit drapeau américain près des marches, et un jardin que j'ai enfin le temps d'entretenir. Des tomates en été. Des choux verts en automne. Des choses pour lesquelles je n'avais jamais le temps lorsque ma vie était mesurée en déploiement et en ordre d'opération. Mais la retraite ne signifiait pas disparaître. Loin de là. Quelques mois après avoir quitté le service actif, un jeune lieutenant des marines m'a invité à parler lors d'un séminaire sur le leadership à Caen-Montcalm. Je me souviens d'être debout devant cette salle pleine de jeunes officiers, la plupart ayant à peine 30 ans, regardant des visages pleins de la même détermination que je portais autrefois. Ils ont posé des questions sur la stratégie, sur le leadership au combat, sur les promotions. Mais finalement, un jeune lieutenant a levé la main et a posé une question différente. La salle devint silencieuse. Et j'ai pensé à ce mariage dans le vignoble, à la voix inquiète de ma mère au téléphone, à l'expression embarrassée de Daniel quand je suis entré dans la pièce. Aux 20 marines qui se sont levées. J'ai donné une réponse simple au lieutenant. Vous vivez votre vie avec honneur, dis-je. Et finalement, les gens le voient. Tout le monde ne comprendra pas votre chemin immédiatement. Mais l'intégrité a une façon de se révéler avec le temps. Cette leçon est devenue une partie de ma vie après la retraite. J'ai commencé à encadrer de jeunes marines. À parler lors d'événements pour vétérans. À visiter des lycées où des étudiants envisageaient un service militaire. Parfois, je rencontre de jeunes femmes qui me rappellent la fille que j'étais autrefois, celle qui se tenait dans un garage dans l'Ohio avec de la graisse sur les mains et de grands rêves que personne ne comprenait vraiment. Quand elles demandent si la route est difficile, je leur dis toujours la vérité. Oui. Mais les routes difficiles sont souvent celles qui valent la peine d'être parcourues. Ma famille a aussi changé. Pas du jour au lendemain. Les vrais changements se produisent rarement comme ça. Mais lentement. Régulièrement. Mon père a commencé à poser plus de questions sur ma carrière. Le genre de questions qu'il aurait probablement dû poser des années auparavant. Quel a été votre déploiement le plus difficile? Combien de marines avez-vous commandé? Que fait réellement un général tous les jours? Elle écoute attentivement maintenant. Parfois, il prend même des notes dans un petit carnet qu'il garde près de sa chaise. Ma mère, quant à elle, a découvert quelque chose de nouveau à propos de sa fille, la vantardise. Elle le fait constamment. À l'église. À l'épicerie. Au cabinet du médecin. Saviez-vous que ma fille était générale des marines, dit-elle à tous ceux qui veulent écouter. La première fois qu'elle l'a dit devant moi, j'ai failli m'étouffer avec mon café. Daniel en rit maintenant. Et Daniel lui-même a changé plus que quiconque. 1 an après le mariage, il a commencé à faire du bénévolat auprès de l'organisation locale de soutien aux anciens combattants dans l'Ohio, aidant les anciens combattants plus âgés avec des réparations à domicile, réparant des toits, construisant des rampes pour fauteuils roulants. Le même genre de travail qu'il fait tous les jours dans son magasin de bricolage. Il s'avère que le garçon d'or de la famille avait un sacré grand cœur depuis le début. Émilie dit que ce mariage a changé sa façon de penser au service. Peut-être que oui. Parfois, un seul moment suffit pour changer la perspective d'une personne. Ces jours-ci, lorsque je rends visite à l'Ohio, le salon de mes parents a un nouvel ajout sur le mur. Une photographie encadrée. Prise par un photographe de mariage en Virginie. Daniel et Émilie se tiennent au centre, souriant. Ma mère et mon père à côté d'eux. Et moi aussi, je suis là. Debout, droite dans mon uniforme bleu de cérémonie des marines. 2 étoiles sur mes épaules. Les collines du vignoble derrière nous s'illuminant à la lumière du soir. Cette photo est accrochée juste au-dessus de la cheminée. Mon père m'a dit récemment que c'est la première chose que les visiteurs remarquent quand ils entrent dans la maison. Et chaque fois que quelqu'un demande à son sujet, ma mère dit fièrement les mêmes mots, c'est notre fille. Pendant longtemps, j'ai pensé que le respect devait être exigé. Gagné par des réalisations. Par le rang. Par la reconnaissance. Mais là je vous apprends quelque chose de différent. Les plus grandes victoires dans la vie ne sont pas bruyantes. Elles sont silencieuses. Ce sont les moments lents où la compréhension remplace le jugement. Quand les familles finissent par se voir clairement.
Ce jour de mariage n'a humilié personne. Il a simplement révélé la vérité. Le service n'est jamais embarrassant. C'est honorable. Et parfois, la plus grande vengeance n'est pas une vengeance du tout. C'est la patience. C'est la dignité. C'est vivre une vie si pleine d'intégrité que même les personnes qui doutaient de vous finissent par dire « Nous sommes fiers de toi ». Si cette histoire vous a rappelé quelqu'un qui a servi, ou quelqu'un dans votre propre famille qui a emprunté un chemin que les autres ne comprenaient pas, prenez un moment aujourd'hui pour leur dire que vous êtes fiers d'eux. Ces mots comptent plus que vous ne le pensez. Et si des histoires comme celle-ci comptent pour vous, des histoires sur le service, la famille et le long chemin vers la compréhension, j'espère que vous resterez un moment, que vous partagerez l'histoire avec quelqu'un qui pourrait l'apprécier, et que vous vous joindrez à moi pour la prochaine. Parce que chaque vie contient une histoire qui mérite d'être racontée. Et parfois, les victoires les plus silencieuses sont celles qui durent le plus longtemps.